Bien, bonsoir à tous, merci d'être présents donc, pour accueillir la dernière rencontre sélection officielle de la journée autour du dernier ouvrage de Marc-Antoine Mathieu, 3 secondes. Alors Marc-Antoine, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce livre-objet assez singulier et la manière dont s'est effectuée sa genèse? La genèse de 3 secondes, c'est une idée, comme souvent quand il s'agit de créer, mais c'est une idée que j'avais depuis un certain temps. L'idée de m'amuser à rentrer dans une image comme ça, avec un zoom qui n'en finirait pas. Mais ce qui a déclenché le travail de 3 secondes, c'est le geste que je voyais se faire de plus en plus souvent et de plus en plus naturellement chez les usagers des iPhones et des iPads, c'est-à-dire le zoom qu'on fait entre le pouce et l'index. Et c'est vrai que ce geste qui devient quotidien, presque naturel, m'a fait penser qu'il était possible à ce moment-là de commencer à penser à un récit qui se lirait autrement sur les écrans numériques. Alors au départ, 3 secondes, c'est une idée qui a été justement pensée pour le support numérique, et au tout départ même c'est une réflexion qui portait essentiellement sur l'iPhone. J'avais rencontré les Wistrandheim officiels de Bastia qui m'avaient montré ces petits strips comme ça Bloody, c'est ça? que l'on peut télécharger en direct. Et il m'avait parlé de gens qui cherchaient des concepts, mais qui seraient faits spécifiquement pour ces supports. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Yannick Lejeune intégrait Delcourt dans un petit pôle de recherche sur la création appliquée à ces nouveaux supports numériques. Et voilà, ça s'est enclenché tout naturellement comme ça. Donc j'ai commencé à travailler complètement en improvisation sur une image, dans une image, dans une image, sans forcément penser à une histoire préconçue dès le départ. J'avais envie, je sortais de Dieu en personne, où là j'avais un gros travail sur le texte et sur l'écriture, et j'avais envie de revenir à un terrain plus jazz, on va dire, plus jazzy, en improvisant une histoire, ce qui est plutôt rare chez moi, parce que mes histoires sont très construites, très pensées en amont. Mais je sentais intuitivement que le travail de construction et de bureau d'études, entre guillemets, serait suffisamment important pour que je garde ce côté improvisation dans le récit. Alors 3 secondes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un zoom dans une image qui va aller d'objet réfléchissant en objet réfléchissant, accompagner une trajectoire de lumière, comme si vous chevauchiez un ray lumineux ou un photon, et vous allez faire un voyage de 900 000 km, et à la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'on va vivre 3 secondes d'un épisode sur Terre, qui va mettre en scène des personnages, des indices, des objets, des lieux, une action, et qui va faire l'objet évidemment d'une espèce de mystère, d'une énigme policière sur le mode du policier, et que le lecteur va devoir reconstituer à travers justement tous ces indices. Donc on a comme ça des pièces de puzzle disséminées, complètement fragmentées dans l'espace et dans le temps, et ce sera au lecteur de démêler les chevaux de toutes ces données. Alors justement, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'articulation entre la version numérique et la version imprimée. A priori, il y a quelque chose de pas du tout évident, parce que justement, comme dans la version numérique, on est dans ce zoom infini, il paraît un peu compliqué de passer au multicadre, pour prendre une expression fameuse. Alors du coup, comment vous avez opéré ce découpage, dans la mesure où il était plus possible de faire ces 900 000 km voilà, il fallait rester dans une pagination définie. Ouais, le format du livre carré, c'est un petit peu à découler du calpinage de cases carrées, parce que dès le départ, de toute façon, c'était conçu dans une image carrée. J'avais pas envie qu'elle soit format cinéma, par exemple 1:5, parce que ça aurait trop été référencé justement au cinéma ou la vidéo. Donc j'avais envie vraiment que ce soit carré dès le départ. Donc du coup, le calpinage de 3x3, c'est un peu imposé de lui-même. J'ai essayé 4x4, mais c'était pas esthétiquement beau dans la page.
Hein, quand on fait un album de bande dessinée, on pense aussi à ce que ça donne sur une page, ce que ça peut donner dans l'ensemble d'un livre. Parce qu'un livre, malgré tout, ça reste au final un objet. Donc on réfléchit à ça. Et donc, bon, 3 par 3, ça devient un objet carré. Ça devient aussi, ce qui est intéressant dans un objet carré, une bande dessinée carrée, c'est que ça change un peu du format traditionnel. Or là, est-ce qu'on est encore dans la bande dessinée? On peut se poser la question. Hein. Encore une fois, 3 secondes, c'est un objet au contour un peu flou, à la fois une bande dessinée, c'est un objet numérique animé, c'est aussi une exposition, ça se prolonge aussi sur Internet avec des discussions sur des forums. Donc. Alors du coup, puisqu'on parle de bande dessinée numérique, est-ce que vous en êtes vous-même consommateur, lecteur? Est-ce que ça vous intéresse ce qui se passe en ce moment? Oui, le phénomène du passage au numérique m'intéresse. Je pense que de toute façon, on n'y échappera pas. Mais je ne suis pas encore lecteur non, de bande dessinée numérique. Je suis encore de cette génération qui aime bien le papier. Et en même temps, je ne m'y attache pas plus que ça. Je pense que demain, si j'ai la possibilité d'avoir 4000 livres sur une petite plaquette souple que je mettrai dans ma poche, évidemment, je lirai sur ces nouveaux supports numériques, surtout si le coût écologique s'en trouve amoindri, j'hésiterai pas une seconde. Cela dit, voilà, il y a des livres qui seront intéressants à lire sur support numérique, et il y en a d'autres qui seront toujours évidemment plus intéressants à lire sur le support papier. Je pense que le livre ne va pas disparaître, il va simplement changer de statut. Alors justement, parmi les livres que peut-être il sera difficile de lire sous format numérique, je pense à vos propres livres, notamment la série Julius Corentin à Quefac, hein, l'idée de tourner une page et de voir tout d'un coup une spirale se dérouler, ou de voir apparaître des lunettes de relief qu'il faut enfiler pour voir ce qui jusque-là était assez flou. Ça paraît difficile à rendre. Est-ce que vous avez conçu ce projet comme une espèce de manière de, au fond, décliner le travail d'exploration que vous aviez mené avec Julius Corentin à Quefac sur la nature de la bande dessinée papier, c'est-à-dire le rapport au temps, à la couleur, au relief, etc. Est-ce que c'était une volonté d'avoir cette réflexion-là sur le numérique? Non, il n'y a pas de volonté chez moi de vouloir discourir ou de vouloir dire des choses sur le numérique ou sur les livres, pas du tout. Il y a plutôt la volonté avant tout de m'amuser, explorer, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup à l'idée de m'ennuyer, donc bon, quel jeu trouver, quel nouveau terrain de jeu trouver pour ne pas s'ennuyer, je pense que c'est ça ce qui me guide plutôt. Donc, et là, 3 secondes, on est vraiment clairement dans un objet un peu expérimental, où je sentais bien que c'était un terrain où j'allais pas m'ennuyer, où j'allais m'amuser à créer, où j'allais être surpris moi-même, où j'allais me surprendre moi-même. Enfin, en tous les cas, j'espérais. Après, il y a toujours le doute d'être déçu par ce qu'on croyait être intéressant, mais in fine ça s'est produit, donc ça finit par être intéressant. Mais c'est une piste parmi d'autres que j'aurais pu creuser ou que j'ai essayé de creuser et qui n'ont rien donné. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de volonté de faire une œuvre qui déclinerait, je sais pas, une réflexion sur les livres en général, pas du tout. Je vais vraiment là où le vent me pousse, où le désir simplement d'explorer et de m'amuser m'emmène. Voilà. Alors, revenons à 3 secondes, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, qui fonctionne initialement aussi comme un polar. Est-ce que vous pouvez expliquer ce rapport au polar, où en plus il y a quelque chose d'assez amusant, hein. Le polar, c'est aussi le noir, cet univers, ce noir très dense dans lequel je crois il y a presque une double page entière, hein, de noir, de cases totalement noires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, puisqu'on parle de ces cases noires, alors attends, on va les montrer. Parce que justement, ça, c'est ce genre de petits passages sur lesquels je me suis amusé. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces pages-là qui sont intéressantes pour moi, parce que
Là, on atteint un peu l'expérience bande dessinée dans tout le potentiel de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est des cases noires les unes à côté des autres, mais dans ce noir, on continue d'avancer. Donc le regard, le cerveau a compris qu'on avançait, et pourtant les cases ne disent pas qu'on avance. C'est le cerveau qui, voilà, dans une espèce d'ellipse, d'ellipse dans l'abstraction. Voilà, ça c'est un des pouvoirs de la bande dessinée. Donc quand on trouve une idée comme ça, on est un peu content, quoi. On espère que ça va passer, quoi. Voilà. Donc le noir et blanc, bah oui, toujours le noir et blanc, parce que, comme je le dis souvent, je suis plus un graphiste qu'un dessinateur. Hein. Je me revendique pas comme je me revendique pas dans l'aventure du dessin comme des David Prudhomme ou des Blutch ou des Matotti qui eux vraiment recherchent la vérité du trait, l'aventure dans le trait. Moi je suis plus dans l'aventure du récit. Mes mots et mes histoires précèdent le dessin. Donc ça veut dire que le dessin est plus un graphisme qui va être au service d'une histoire. C'est ce qui fait un dessin finalement très réaliste, on va dire presque un peu banal. Il peut être parfois, il peut avoir une espèce d'esthétique, mais ce sera une esthétique, on va dire presque constructiviste, qui est au service d'eux, qui va être au service d'une construction. Et là, la résultante le dessin de 3 secondes, c'est un dessin qui se voulait chargé de véracité, précis, lisible, avec le moins de signes, avec le moins de gras possible, on va dire, le moins de scories possible. Donc je vise une certaine efficacité, et l'usage du noir et blanc fait partie de cette efficacité. Et il est très important. Il me semble que si j'utilisais la couleur, elle pourrait être en trop, elle pourrait être trop bavarde, il me semble. Alors, pour respecter la géométrie optique de certaines scènes, je me suis demandé si vous vous êtes servi de modèles. Je pense en particulier de l'idée de dessiner une mouche à partir de 4 points de vue, ou d'autres scènes aussi, où c'est peut-être assez complexe avec un certain nombre de personnages. Est-ce que vous vous êtes servi de modèles ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que 3 secondes est non seulement un livre fait à l'aune de l'ère numérique parce que le résultat est sur support numérique, mais c'est aussi parce que c'est un livre qui n'aurait pas pu être fait sans l'ordinateur. Ça veut dire sans Google. C'est-à-dire que j'ai réuni une documentation assez invraisemblable. J'en suis rendu compte à la fin. J'avais des valises de photos sur les Airbus, sur la sonde lunaire, sur le bâtiment en Suisse, parce que tout ça existe. Donc voilà. Donc la mouche, c'est pareil. Bon, la mouche, par exemple, c'est un truc dont je peux parler qui est assez intéressant. C'est qu'au départ, je voulais que une des facettes de l'œil de la mouche soit un des objets réfléchissants. J'avais envie de rentrer dans l'œil de la mouche. Ça aurait été assez beau esthétiquement. Et quand j'ai été chercher les images de microscope électronique sur l'œil de la mouche, je me suis aperçu que c'est pas du tout réfléchissant, c'est une muqueuse à ciel ouvert qui est une espèce de capteur photonique, si vous voulez. Donc, je me suis retrouvé flûte, c'est pas possible. Donc voilà, donc cette erreur-là, je l'ai évitée grâce à Google et à la bibliothèque de Babel que constitue le savoir tout de suite immédiat procuré par Internet. Donc évidemment, tout le réalisme de 3 secondes s'appuie sur des modèles précis, oui. Et puis après, je me suis aussi servi de l'ordinateur pour faire des modèles, des modélisations pour le coup. Faire tout ce qui se passe dans l'appartement, c'est quand même des choses assez précises, d'angle de vue, de reflet. Bon, si on veut que ça fonctionne, parce que le regard du lecteur, il est intelligent, c'est un regard intelligent. L'à peu près, ça fonctionne 3 minutes, mais ça fonctionne pas 2 heures. Donc, pour que tout ça soit juste et ait un sens, ça voulait dire, voilà, donc j'ai fait des modélisations 3D pour vraiment être bon au niveau des angles et faire en sorte que tout ça fonctionne. Quel serait votre auteur préféré, votre auteur américain préféré de bande dessinée, si vous ne deviez en retenir qu'un ? Je vais répondre un peu
un peu, comment dire, je vais donner 2 noms, parce que un nom c'est dur. J'ai eu beaucoup de mal à hésiter entre Chris Ware et Charles Burns. Bon, c'est les deux qui me viennent. J'imagine bien évidemment que je connais pas très bien la bande dessinée américaine, donc il y a certainement d'autres auteurs très intéressants. J'aime bien aussi Daniel Close, mais surtout Burns et Chris Ware. Je dirais Chris Ware parce qu'il a réussi à distiller du temps d'une manière absolument incroyable, et que je pense que le temps aujourd'hui dans tous les arts du mouvement et les arts graphiques forme une question essentielle. Je pense que au cinéma, le cinéaste qui ne se pose pas la question du temps passe à côté de l'essentiel, et en bande dessinée pareil. Et je pense que Chris Ware dans Jimmy Corrigan a fait une œuvre absolument magistrale. Et c'est ce temps qui devient un matériau à une humanisation extrême de personnages qui a priori sont des masques et sont des schémas, sont presque des Playmobil finalement. Mais au fil du temps, il arrive à nous les rendre tellement humains que c'est un livre sur lequel moi j'ai pleuré par exemple. Donc c'est quand même étonnant parce que c'est quand même un dessin qui est très presque architectural. Et il arrive à vraiment vous faire naître des sentiments assez incroyables. Puis Charles Burns, parce qu'évidemment, Charles Burns, c'est la force de l'évocation, c'est le graphisme même à l'état pur. Charles Burns, c'est un peu le diamant noir de la bande dessinée. Donc voilà, les deux, j'arrive pas à les départager. Les deux sont aussi forts, et c'est vrai que c'est des auteurs à la lecture desquels on ressort pas complètement pareil, quoi. Bien, bien, merci Marc-Antoine Mathieu.